C'est la première fois. En fait, on a été invités. On est 3 à représenter un service de soins et d'éducation spécialisé à domicile. Et on a été invités par Thierry Darnaud pour partager notre expérience de travail avec les familles. On devait être 10, hein, donc on n'avait rien préparé. Et on se présente à vous, comme on se présente aux familles, comme ça. On accueille des enfants, on accompagne des enfants en situation de handicap moteur, âgés de la naissance à 20 ans. On travaille, donc vu qu'on est en CESAD, on travaille sur les différents lieux de vie de l'enfant. Donc la famille, ce n'est pas le seul système avec lequel on travaille. Parler de famille, ça ne nous parle pas vraiment. On travaille peut-être plus, comme dirait Philippe Caillé, avec les constellations affectives de l'enfant. L'école, ça peut être les centres de loisirs, les crèches quand ils sont tout petits. Voilà, on travaille avec tous les systèmes auxquels l'enfant appartient. On aurait pu vous parler de notre position, voilà, comment on est sorti de notre position d'expert, parce que l'équipe est pluridisciplinaire et fortement paramédicale vu que c'est un handicap moteur. Voilà, et aujourd'hui, on choisit de vous parler plus de comment on co-construit avec les parents à travers un groupe qu'on a créé, le groupe Parents. Joël vous le présentera. Et Magali Tessier, psychologue, on essaiera de partager avec vous comment on a modifié nos pratiques de service. Voilà. Alors moi, je vais essayer de vous parler du groupe Parents. Donc voilà, comme disait... C'est fou, ça n'a pas l'air de tenir. Bon, ben voilà. C'est notre quotidien, c'est le travail d'équipe. Donc en fait, Delphine est éducatrice spécialisée, moi je suis assistante sociale et on est parti de notre pratique professionnelle. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte que, bon, on travaillait chacune de notre côté. Elle rencontrait les enfants dans les familles, moi plus les parents, les mamans surtout. Et on s'était rendu compte qu'en fait, on avait les mêmes constats. C'est-à-dire que les parents nous parlaient de leurs souffrances, de parents d'enfants porteurs de handicap. Ils nous parlaient de leur place au sein de la famille, le rôle du père, de la mère, de la fratrie, de leurs préoccupations face à l'avenir, les problèmes de scolarité. Voilà, on était vraiment dans ce constat et on en a parlé et on s'est dit que peut-être ce serait bien qu'on construise un groupe parents. Alors, parents, on y tenait beaucoup parce qu'effectivement, on se rend compte que dans nos structures, on a souvent affaire aux mamans. Voilà, parce que c'est elles souvent qui, par exemple, s'arrêtent de travailler quand il le faut. Et nous, on avait envie vraiment de rencontrer les papas. Donc, on s'est dit, voilà, on va essayer de faire ça. Donc, on a rencontré toutes les familles, ou Delphine ou moi-même. On a construit un questionnaire et on s'est rendu compte qu'effectivement, avec eux, parce qu'on voulait partir vraiment de leurs attentes, on pouvait créer un groupe qu'on a appelé un groupe parents, mais qui était surtout un groupe d'échange, de convivialité, un groupe pour déposer, un groupe qui s'auto-alimenterait, voilà. Et on a décidé de faire ce groupe donc, le soir, de 20h à 22h, ce qui nous permettait effectivement peut-être d'avoir les papas. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a fonctionné pendant 4 ans. C'était toujours à partir de la demande des parents. Donc on a eu à la fois des intervenants extérieurs parce qu'il y avait un gros besoin d'information, par exemple sur tout ce qui était la scolarité, essentiellement l'avenir. On avait aussi quelquefois des intervenants extérieurs. Magali est venue une fois pour parler de la fratrie. Et c'était toujours dans un temps très convivial, c'est-à-dire qu'on partageait soit un repas, souvent c'était un repas, c'était un repas pas très élaboré, des quiches, du sucré, des petites boissons, voilà. Mais vraiment, c'était vraiment le but. Ce qu'on s'était aussi rendu compte,
c'est que ces parents, ils ne se connaissaient pas. Voilà. Ils venaient au service en consultation, mais ils repartaient, ils se croisaient sans se parler, tout ça. Et ils avaient vraiment besoin de ça, quoi. Se dire, eh ben, on n'est pas les seuls, on a autour de nous des gens qui ont les mêmes préoccupations, et c'est ce qui s'est passé dans ce groupe parent, quoi. Il y a eu aussi des temps très forts où ils ont échangé qu'entre eux. Nous, on n'était pas du tout là en position d'expert ni de sachant. On était là simplement pour essayer de garantir le temps, le cadre horaire, la confidentialité, et puis aussi la bienveillance, bien sûr. Voilà. Et ce qui a été... donc on a fonctionné comme ça pendant plusieurs années. On finissait chaque année par un pique-nique. Voilà. Donc professionnels et les parents. Et ce qui a été notre... on va dire, ce qui a été très positif pour nous, c'est que maintenant, ce groupe fonctionne, mais sans nous. C'est-à-dire que les parents, maintenant, organisent entre eux des sorties, des rencontres. Et voilà, nous, il nous a dit plus, et c'était notre but. Voilà. Bon, alors après, on voudrait recommencer avec d'autres parents. Mais pour l'instant, on en est un petit peu là. Mais c'était vraiment une expérience riche et une autre façon aussi de travailler pour nous et de prendre en considération la place des familles au sein du service. Voilà. Ah, il y a un micro. Peu importe, hein, vous m'entendez ? Alors, donc moi je vais vous parler un petit peu de mon rôle, mon travail de psychologue au service. Donc je me forme actuellement à l'approche systémique avec l'association Réseau et Famille donc sur Nîmes. Et ça a changé des choses dans ma pratique. C'est-à-dire que maintenant j'ai une lecture qui est différente, qui n'est plus centrée sur l'individu. Donc il y a 10 ans que je travaille dans ce service. Au départ, donc, nous suivons des enfants en situation de handicap moteur et des enfants qui ont été diagnostiqués dyspraxiques. Au départ, effectivement, l'enfant porteur de handicap, il peut développer des symptômes autour de son handicap. Il est souvent le patient désigné dans sa famille. Hein. Et les parents qui ont une angoisse, une inquiétude autour des symptômes qui sont développés par l'enfant vont faire une demande de suivi psychologique. Donc l'enfant auparavant qui développait des symptômes, ça pouvait être des troubles du comportement, ça pouvait être des symptômes somatiques, de l'anxiété, voilà, tout un tas de choses autour de son handicap. Je proposais un suivi pour lui offrir un espace de parole, un espace de compréhension de ce qui pouvait l'angoisser, de ce qui pouvait être difficile pour lui. Bien évidemment, je travaillais avec les parents. Je ne cloisonnais pas du tout l'enfant et ses parents, sa famille. Mais cette formation à l'approche systémique m'a fait prendre conscience que l'enfant est pris dans un système de relations. Et dans sa famille, il peut être pris dans tout un tas de choses qui le dépassent, au-delà de son handicap. Donc mon approche n'est plus centrée sur l'individu et son symptôme, mais sur l'individu pris dans un système de relations, dans plusieurs systèmes de relations. Donc j'essaye de rencontrer, au moment de l'admission, la famille, enfin de proposer vraiment à toute la famille une rencontre. L'enfant, ses parents, la fratrie. Alors, la particularité de notre travail au CESAD, c'est que nous intervenons, notre mission, c'est d'intervenir dans les lieux de vie de l'enfant. Donc, en général, quand j'appelle la famille, je prends un premier rendez-vous et je propose soit de les rencontrer au service, soit de les rencontrer chez eux. Je suis très surprise puisque la plupart des familles souhaitent que j'aille à leur domicile. Déjà parce que quand on voit le parcours d'un enfant en situation de handicap moteur, il a eu des tas de consultations. Alors nous, on est agréés pour des enfants de 0 à 20 ans, mais en général, les enfants nous arrivent, ils ont quand même 6, 8 ans. Ils ont souvent été pris en charge dans un CAMS auparavant.
Et puis ils ont eu tout un tas de consultations médicales, des pluridisciplinaires. Les parents sont souvent épuisés, très fatigués de tout ce parcours médical. Donc du coup, quand ils arrivent au CESAD, ce qu'ils nous expriment, c'est qu'ils sont soulagés que nous, professionnels, on puisse intervenir soit à leur domicile, soit dans les lieux de vie de l'enfant, et c'est vraiment notre mission. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des séances à l'école. Delphine, en tant qu'éducatrice, pouvait intervenir au centre de loisirs, ou, enfin, voilà, dans tous les lieux de vie de l'enfant. Donc cette première rencontre avec la famille qui me reçoit dans son territoire, donc moi j'arrive, je n'ai pas du tout une position haute. Bien sûr dans ma tête j'ai mon cadre et je vais l'installer, mais ça change beaucoup de choses. Je suis dans leur territoire. Du coup, je vais observer tout un tas de choses. Je vais observer qu'est-ce qui va se passer dans cet entretien. C'est-à-dire, est-ce que le père est là? Est-ce qu'il peut... Qui se mobilise autour de l'enfant? Parce que j'ai invité toute la famille, mais des fois, il va y avoir que la mère et l'enfant. Des fois, il y aura la mère, l'enfant et sa fratrie. Et du coup, même si je propose un entretien à 19h ou 20h le soir, le père ne sera pas là. C'est une indication que peut-être il ne peut pas se mobiliser ou c'est trop difficile pour lui de rencontrer une psychologue. Je vais observer les interactions qu'il y a entre l'enfant et sa fratrie. Qu'est-ce qui se passe au moment de cet entretien? Donc j'essaye de voir quel est l'équilibre établi autour du handicap de l'enfant, la place qu'il a dans sa famille, la fonction que va avoir son symptôme dans l'équilibre familial, la rigidification ou non des relations dans la famille. Il peut y avoir déjà des liens fusionnels établis. Et ayant aussi une pratique avec des adultes handicapés, j'observe que ce lien fusionnel, des fois, n'a pas évolué. Avec des adultes polyhandicapés, les parents ont choisi de les garder à domicile et de ne pas faire appel à des professionnels. Ce lien fusionnel, cette rigidification des liens, c'est maintenu. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est avec les adolescents handicapés, s'il a accès à l'individualisation, ou si effectivement il ne peut pas accéder à une autonomie psychique. Donc voilà, mon approche, elle est globale, elle est beaucoup plus large avec ce regard systémique, avec cette lecture systémique, qu'auparavant, avant de faire cette formation. Alors on a le temps, on sait ça, de travailler sur un long cours, donc on a le temps d'établir un lien de confiance, un lien d'apprivoisement, et du coup c'est indispensable au départ. On ne peut pas travailler s'il n'y a pas ce lien de confiance établi. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Après, bien évidemment, je peux mettre en place des suivis individuels. La particularité du handicap, c'est que l'enfant a souvent des souffrances narcissiques importantes liées à son handicap, une estime de soi qui n'est pas bonne. Et du coup, je mets en place des suivis individuels pour l'aider aussi à gérer cette souffrance narcissique, ce regard de l'autre, etc. Donc, au fur et à mesure du temps, j'observe qu'effectivement, en équipe, on peut travailler sur cet équilibre relationnel qui, au départ, est très rigide, le handicap de l'enfant est un élément du système, et à l'annonce du handicap, les parents ont installé un équilibre autour du handicap. Mais l'ennui, c'est que tout le monde est pris dans une place dans laquelle, et particulièrement l'enfant,
rôle de patient désigné, il peut être enfermé, il peut être réifié autour de son handicap. Et du coup, on va travailler au long cours à essayer d'assouplir tout ça. Alors des fois, on a remarqué que les familles nous demandent au fond de ne rien changer de ce qui a été établi autour du handicap. Et surtout qu'on ne change rien, qu'on traite le symptôme, c'est-à-dire que si l'enfant a une dyspraxie, on va mettre en place, les parents nous demandent que les choses s'améliorent, que l'enfant ait un suivi orthophonique, qu'il ait un suivi de psychomotricité, qu'il aille mieux, etc. Mais dans la famille, que rien ne change sur l'équilibre établi. Or, pour accéder à l'individualisation, le jeune, il a besoin de ne plus être pris dans une fonction particulière, un rôle particulier dans la famille. Voilà. Vous disiez que parfois, il y avait des familles qui ne souhaitaient pas qu'il y ait un changement. Et du coup, dans ce cas-là, comment vous vous prenez ? On ne fait rien. On ne peut pas imposer un changement à une famille, on ne peut pas leur demander de changer. Donc effectivement, il y a des familles qui... Est-ce qu'il y a des familles qui ne changent pas? La seule chose qu'on peut changer, c'est nous, quoi. Donc dans notre manière de faire, quand on voit qu'effectivement, il n'y a rien qui bouge. Et je pense aussi des fois qu'il faut accepter, moi des fois, il n'y a rien qui bouge, quoi. Et on ne va pas modifier la vie des gens, quoi. On accompagne, on est présent, et effectivement, il y a des fois, ça ne bougera pas, quoi. Voilà.